cette figure, ce schéma, où je me suis engagé avec vous la dernière fois dans l'articulation de ce qui est notre objet à savoir par l'angoisse je dis par son phénomène, mais aussi par la place que je vais vous apprendre à désigner comme étant la sienne, à approfondir la fonction de l'objet dans l'expérience analytique. Brièvement, je veux vous signaler que va bientôt paraître quelque chose que j'ai pris la peine de rédiger, d'une intervention, communication que j'ai faite il y a maintenant plus de 2 ans, c'était le 21 septembre 60, à une réunion hegelienne de Royaumont, sur lequel j'avais choisi de traiter le sujet suivant: subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien. Je signale à ceux qui sont déjà familiarisés avec mon enseignement qu'en somme, je pense qu'ils y trouveront toute satisfaction concernant les temps de construction et l'utilisation, le fonctionnement de ce que nous avons appelé ensemble le graphe. Ceci est publié à un centre qui est 173 boulevard Saint-Germain et qui se charge de publier tous ces travaux de Royaumont. Je pense que ce travail viendra bientôt au jour dans un volume qui comprendra également les autres interventions, qui ne sont pas toutes spécialement analytiques, qui ont été faites autour de cette réunion, je le répète, centrée sur l'hegelianisme. Ceci vient à sa place aujourd'hui, dans la mesure où subversion du sujet comme dialectique du désir, c'est ce qui encadre pour nous cette fonction de l'objet dans lequel nous allons maintenant avoir à nous avancer plus profondément. À cet égard, spécialement pour ceux qui viennent ici en novice, je ne pense pas que je puisse rencontrer d'aucune façon la réaction, je dois dire, fort antipathique, dont je me souviens encore, quelle fut celle qui accueillit ce travail, ainsi intitulé, que je vous l'ai dit, au congrès de Royaumont, de la part, à mon étonnement, de philosophes que je croyais
plus endurci à l'accueil de l'inhabituel, et qui assurément dans quelque chose qui était justement fait pour remettre très profondément en question devant eux la fonction de l'objet et de l'objet du désir, nommément, aboutit de leur part à une impression que je ne peux pas qualifier autrement que comme ils l'ont qualifiée eux-mêmes, celle d'une sorte de cauchemar, voire d'élucubration sortie d'un certain diabolisme. Ce qu'il ne semble pas pourtant que tout dans une expérience que j'appellerais moderne, une expérience au niveau de ce qu'apporte de modification profonde à l'appréhension de l'objet, l'ère, que je ne suis pas le premier à qualifier comme l'ère de la technique. Parce que déjà, ça ne doit pas nous apporter l'idée qu'un discours sur l'objet doit obligatoirement passer par des rapports complexes, enfin, qui ne nous en permettent l'accès qu'à travers une profonde chicane. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, ce module d'objet, si caractéristique de ce qui nous est donné, je parle dans l'expérience la plus externe, ce n'est pas l'expérience analytique, ce modèle d'objet qu'on appelle la pièce détachée. Que ce n'est pas quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête et qui apporte une dimension profondément nouvelle à toute interrogation noétique concernant notre rapport à l'objet. Car enfin, qu'est-ce que c'est qu'une pièce détachée? Quelle est sa subsistance en dehors de son emploi éventuel par rapport à un certain modèle qui est en fonction, mais qui peut aussi bien devenir désuet, n'être plus renouvelé, comme on dit, à la suite de quoi, que devient, quel sens a la pièce détachée? Pourquoi ce profil, un certain rapport énigmatique à l'objet, ne nous servirait-il pas aujourd'hui d'introduction, de rappel à ceci, que ce n'est pas vaine complication, que il n'y a ni à nous étonner, ni à nous raidir devant un schéma tel que celui que je vous ai rappelé. Il était déjà introduit la dernière fois. Et il résulte que c'est à cette place à la place ou dans l'autre, au lieu de l'autre, authentifié par l'autre, le profil
une image seulement réfléchie, déjà problématique, voire fallacieuse de nous-mêmes, que c'est à une place qui se situe par rapport à cette image et qui se caractérise par un manque, par le fait que ce qui y est appelé ne saurait y apparaître, que profondément est orienté et polarisé la fonction de captation de cette image même, que le désir est là, non pas seulement voilé, mais essentiellement mis en rapport à une absence, à une possibilité d'apparition commandée d'une présence qui est ailleurs et commande ça. Plus près, mais là où elle est, pour le sujet insaisissable. C'est-à-dire, ici, j'ai indiqué le petit âge de l'objet. De l'objet qui fait notre question, de l'objet dans la fonction qu'il remplit dans le fantasme. À la place où quelque chose peut apparaître, j'ai mis la dernière fois, et entre parenthèses, ce signe moins fit, vous indiquant qu'ici doit se profiler un rapport avec la réserve libidinale, avec ce quelque chose qui ne se projette pas, avec ce quelque chose qui ne s'investit pas au niveau de l'image spéculaire, pour la raison qu'il reste investi profondément irréductible au niveau du corps propre, au niveau du narcissisme primaire, au niveau de ce qu'on appelle auto-érotique, au niveau d'une jouissance ôtée, animant en somme, restant là pour animer éventuellement ce qui interviendra comme instrument dans le rapport à l'autre constitué à partir de cette image de mon semblable, à cet autre qui profilera sa forme et ses normes, l'image du corps dans sa fonction séductrice sur celui qui est le partenaire sexuel. Donc, vous voyez instituer ici un rapport ce qui, vous avez pris la dernière fois, peut venir se signaler à cette place, ici, désignée par le moins fi. C'est l'angoisse, et l'angoisse de castration. Dans son rapport à l'autre. La question de ce rapport à l'autre, c'est celle dans laquelle nous allons nous avancer aujourd'hui. Disons tout de suite que, comme vous le voyez, je vais
droit au point nodal. Tout ce que nous savons sur cette structure du sujet, sur cette dialectique du désir qui est celle où nous avons à articuler, nous analystes, quelque chose d'absolument nouveau, original. Nous l'avons appris. Par quoi? Par quelle voie? Par la voie de l'expérience du névrosé. Et qu'est-ce que nous a dit Freud? C'est que le dernier terme où il soit arrivé en élaborant cette expérience, le terme sur lequel il nous indique qu'à lui son point d'arrivée, sa butée, le terme pour lui indépassable, c'est l'angoisse de castration. Qu'est-ce à dire? Ce terme est-il indépassable? Que signifie cet arrêt de la dialectique analytique sur l'angoisse de castration? Est-ce que vous ne voyez pas déjà dans le seul usage, schématisme que j'emploie, se dessiner la voie où j'entends vous conduire? Elle part d'une meilleure articulation de ce fait de l'expérience désignée par Freud dans la butée du névrosé sur l'angoisse de castration. L'ouverture que je vous propose consiste en ceci, que la dialectique qu'ici je vous démontre permet d'articuler. C'est que ce n'est point l'angoisse de castration en elle-même qui constitue l'impasse dernière du névrosé. Car la forme de la castration en elle-même, la castration dans sa structure imaginaire, elle est déjà ici. Elle est faite dans l'approche de l'image libidinalisée
du semblable. Elle est faite au niveau de la cassure. Qui se produit à quelque temps d'un certain dramatisme imaginaire. Et c'est ce qui fait, cela on le sait, l'importance des accidents de la scène qu'on appelle pour cela traumatique. Il y a toutes sortes de variations, d'anomalies possibles dans cette pâture imaginaire qui, déjà, indique quelque chose dans le matériel utilisable. Pourquoi? Pour une autre fonction qui, elle, donne son plein sens au terme de castration. Ce devant quoi le névrosé recule. Ce n'est pas devant la castration. C'est de faire de sa castration ce qui manque à l'autre grand A. C'est de faire de sa castration quelque chose de positif qui est la garantie de cette fonction de l'autre. Cet autre qui se dérobe dans le renvoi indéfini des significations. Cet autre où le sujet ne se voit plus que destin, mais destin qui n'a pas de terme. Destin qui se perd dans l'océan des histoires. Et qu'est-ce que les histoires, sinon une immense fiction? Qu'est-ce qui peut assurer un rapport du sujet à cet univers des significations? Sinon que quelque part il y ait jouissance ceci, il ne peut l'assurer qu'au moyen d'un signifiant. Ce signifiant manque forcément. C'est l'appoint à cette place manquante que le sujet est appelé à faire par le signe que nous appelons
de sa propre castration. Vouer sa castration à cette garantie de l'autre, c'est là ce devant quoi le névrosé s'arrête. Il s'y arrête pour une raison en quelque sorte interne à l'analyse. C'est que c'est l'analyse qui l'amène à ce rendez-vous. La castration n'est en fin de compte rien d'autre que le moment de l'interprétation de la castration. J'ai peut-être été plus vite que je n'avais l'intention de le faire moi-même dans mon discours de ce matin. Aussi bien, veuillez-vous là indiquer, peut-être il y a possibilité de passage. Mais bien sûr, nous ne pouvons cette possibilité l'explorer qu'à revenir en arrière, à cette place même où la castration imaginaire fonctionne, comme je viens de vous l'indiquer, pour constituer, à proprement parler, dans son plein droit, ce qu'on appelle le complexe de castration. C'est donc au niveau de la mise en question de ce complexe de castration que toute notre exploration concrète de l'angoisse cette année va nous permettre d'étudier ces passages possibles. Ce passage est possible. D'autant plus possible qu'il est déjà dans maintes occasions franchi. Et c'est l'étude de la phénoménologie de l'angoisse qui va nous permettre de dire comment et pourquoi. L'angoisse que nous prenons dans sa définition a minima, comme signal. Définition qui pourrait être au terme du progrès de la pensée de Freud, n'est pas ce qu'on croit, à savoir le résultat d'un abandon des premières positions de Freud, qui en faisait le fruit de métabolisme énergétique, ni d'un abandon, ni même d'une conquête nouvelle. Car il y a déjà, au moment où Freud faisait de l'angoisse la transformation de la libido, l'indication qu'elle pouvait fonctionner en signal.
Ceci sera facile de vous le montrer au passage, en nous référant au texte. J'ai trop à faire, à soulever cette année avec vous concernant l'angoisse. Pour stagner trop longtemps au niveau de ces explications de texte. L'angoisse, vous ai-je dit, est liée à tout ce qui peut apparaître à cette place. Et ce qui nous l'assure, c'est un phénomène. Donc, c'est parce qu'on y a accordé trop peu d'attention qu'on n'est pas arrivé à une formulation satisfaisante, unitaire, de toutes les fonctions de l'angoisse dans le champ de notre expérience. Ce phénomène, c'est l'unheimlich. Je vous ai prié de vous reporter au texte de Freud la dernière fois. Ceci pour les mêmes raisons. Parce que je n'ai pas le temps de révéler avec vous ce texte. Beaucoup d'entre vous, je le sais, s'y sont tout de suite portés. Donc, je les remercie. La première chose qui vous y sautera aux yeux, même à une lecture superficielle, c'est l'importance qui donne Freud à une analyse linguistique. Si ce n'était pas éclatant partout, ce texte suffirait à lui seul à justifier la prévalence que dans mon commentaire de Freud je donne aux fonctions du signifiant. La chose qui vous sautera deuxièmement aux yeux quand vous lirez, ce par quoi Freud introduit la notion d'unheimlich, l'exploration des dictionnaires concernant ce terme, ce mot, c'est que la définition de l'heimlich, c'est d'être heimlich. C'est ce qui est au point du heim, qui est unheim. Et puis, comme il n'a qu'à faire de nous expliquer pourquoi c'est comme ça, parce qu'il est très évident, à lire simplement les dictionnaires que c'est comme ça, eh bien, il ne s'y arrête pas plus. Il est comme moi aujourd'hui, il faut qu'il avance. Eh bien, pour notre convention, pour la clarté de notre langage, pour la suite, cette place-là, désignée la dernière fois, nous allons l'appeler de son nom. C'est ça qui s'appelle Heim. Si vous voulez, disons que si ce mot a un sens dans l'expérience humaine, c'est là la maison de l'homme. Donnez à ce mot maison toutes les résonances que vous voudrez, y compris astrologiques.
l'homme trouve sa maison en un point, situé dans l'autre. Au-delà de l'image dont nous sommes faits. Et cette place représente l'absence où nous sommes. À supposer ce qui arrive qu'elle se révèle pour ce qu'elle est. La présence ailleurs qui fait cette place comme absence. Alors, elle est la reine du jeu. Elle s'empare de l'image qui la supporte. L'image spéculaire devient l'image du double. Avec ce qu'elle apporte d'étrangeté radicale, et pour employer des termes qui prennent leur signification de s'opposer aux termes hegeliens, en nous faisant apparaître comme objet, de nous révéler la non-autonomie du sujet. Tout ce que Freud a repéré comme exemple dans les textes hoffmanniens, qui sont au cœur d'une telle expérience, l'homme de sable, et son atroce histoire, laquelle on voit un sujet rebondir de captation en captation devant cette forme d'image qui, à proprement parler, matérialise. Schéma ultra réduit qu'ici je vous en donne. Mais la poupée dont il s'agit, que le héros du conte guette derrière la fenêtre, sorcier qui autour d'elle trafique je ne sais quelle opération magique. C'est profondément cette image dans l'opération de la compléter par ce qui en est dans la forme même du conte absolument distingué, à savoir l'œil. Et
dont il s'agit ne peut être que celui du héros du conte. Le thème de ce qu'on veut lui ravir cet œil est ce qui donne le fil explicatif de tout le conte. Il est significatif de je ne sais quel embarras lié au fait que c'était la première fois que le soc entrait dans cette ligne. Révélation de la structure subjective que Freud nous donne en quelque sorte cette référence en vrac. Il nous dit lisez les élixirs du diable. Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est complet, à quel point il y a toutes les formes possibles du même mécanisme où il s'explicite toutes les incidences où peuvent se produire cette fonction, peut se produire cette fonction unheimlich. Manifestement, il ne s'y avance pas comme en quelque sorte débordé par la luxuriance, effectivement, que présente ce court et petit roman, dont il n'est pas tellement facile de se procurer en exemplaire, encore que par la bonté de toujours je ne sais qui des personnes présentes, je me trouve en avoir trouvé un et je vous en remercie, j'en remercie la personne en question sur ce pupitre, car en effet, il est bien utile d'en avoir à sa disposition plus d'un exemplaire. En ce point, Heim ne se manifeste pas simplement ce que vous savez depuis toujours, à savoir que le désir se révèle comme désir de l'autre, ici désir dans l'autre. Mais je dirais que mon désir entre dans l'antre où il est attendu de toute éternité, sous la forme de l'objet que je suis, en tant qu'il m'exile de ma subjectivité, en résolvant par lui-même tous les signifiants à quoi cette subjectivité est attachée. Bien sûr, ça n'arrive pas tous les jours. Et peut-être même que ça n'arrive que dans les contes d'Hoffmann. Dans les élixirs du diable, c'est tout à fait clair. À chaque détour de cette longue et si tortueuse vérité, on conçoit la note que donne Freud. Il laisse entendre que quelque peu l'on s'y perd, et même se s'y perdre fait partie de la fonction du labyrinthe qu'il s'agit d'animer. Mais il est clair que pour prendre chacun de ces détours, le sujet n'arrive, n'accède à son désir qu'à se substituer toujours à un de ses propres doubles. Ce n'est pas pour rien que Freud insiste
sur la dimension essentielle que donne à notre expérience de Nulun Heimlich le champ de la fiction. Dans la réalité, elle est trop fugitive. Et la fiction la démontre bien mieux, la produit même d'une façon plus stable, parce que mieux articulée. C'est une sorte de point idéal, mais combien précieux pour nous, puisque à partir de ce point, nous allons pouvoir voir la fonction du fantasme. Cette possibilité, articulée jusqu'au ressassement dans une œuvre comme les élixirs du diable, mais repérable dans tant d'autres, effet majeur de la fiction. Cet effet, dans le courant efficace de l'existence, nous pouvons dire que c'est lui qui reste à l'état de fantasme. Et le fantasme pris ainsi, qu'est-ce que c'est sinon ce dont nous étions un vœu, ein Wunsch, et même comme tous les vœux, assez naïf. Pour l'exprimer un peu humoristiquement, je dirais que est-ce barré désir de petit a, formule du fantasme, ça peut se traduire dans cette perspective. Que l'autre s'évanouisse, se pâme, dirais-je, devant cet objet que je suis, déduction faite de ce que je me vois. Alors là, parce qu'il faut bien que je pose des choses d'une façon comme ça, apodictique, et puis après vous verrez comment ça fonctionne. Je vous dirai tout de suite, pour éclairer ma lanterne. C'est les deux façons dont j'ai écrit les rapports du S barré avec le petit a, en le situant différemment par rapport à la fonction réflexive du grand A, par rapport au miroir grand A. Ces deux façons correspondent exactement à la façon, à la répartition des termes du fantasme chez le pervers et chez le névrosé. Chez le pervers, les choses sont, si je puis dire, pour m'exprimer grossièrement, me faire entendre, à leur place. Le petit a est là où il est, là où le sujet ne peut pas le voir, comme vous le savez. Et le grand S est à sa place. Pourquoi l'on peut dire que le sujet pervers
tout en restant inconscient de la façon dont ça fonctionne, s'offre loyalement à la jouissance de l'autre. Seulement, nous n'en aurions jamais rien su s'il n'y avait pas les névrosés. Pour qui le fantasme n'a absolument pas le même fonctionnement de sorte que c'est à la fois lui qui vous le révèle dans sa structure, à cause de ce qu'il en fait. Mais avec ce qu'il en fait, par ce qu'il en fait, il vous couillonne, comme il couillonne tout le monde. Car comme je vais vous l'expliquer, il se sert de ce fantasme à des fins bien particulières. C'est ce que j'ai déjà exprimé devant vous d'autres fois, en disant que ce qu'on a cru percevoir comme étant sous la névrose perversion, c'est simplement ceci que je suis en train de vous expliquer. À savoir un fantasme tout entier situé au lieu de l'autre. L'appui pris sur quelque chose qui, si on le rencontre, va se présenter, en effet, comme perversion. Les névrosés ont des fantasmes pervers, et c'est bien pourquoi les analystes se cassent la tête depuis fort longtemps à interroger qu'est-ce que ça veut dire. On voit tout de même bien que c'est pas la même chose, que ça ne fonctionne pas de la même façon. D'où la confusion s'engendre et les questions qui se multiplient sur le fait de savoir, par exemple, si une perversion est bien vraiment une perversion, c'est-à-dire si par hasard elle ne fonctionne pas comme fonctionne le fantasme chez le névrosé. Question qui redouble celle-ci, c'est à savoir à quoi le fantasme pervers peut bien servir au névrosé. Car il y a tout de même une chose qu'à partir de la position, de la fonction que je viens devant vous de dresser le fantasme, il faut bien commencer par dire, c'est que ce fantasme dont le névrosé se sert, qu'il organise, au moment où il en use, il y a bien en effet quelque chose de l'ordre du petit tas qui apparaît
à la place Heim. Au-dessus de l'image, je vous désigne le lieu d'apparition de l'angoisse. Eh bien, il y a une chose tout à fait frappante, c'est que justement, c'est ce qui lui sert le mieux à lui, à se défendre contre l'angoisse, à recouvrir l'angoisse. Il y a donc, ça ne peut se concevoir naturellement qu'à partir des présupposés que j'ai bien dit, dans leur extrême, posés d'abord. Mais, comme tout discours nouveau, il faudra bien que vous le jugiez sur le moment où il se ferme et voir s'il recouvre. Comme je pense que vous n'en aurez pas de doute, le fonctionnement de l'expérience. Cet objet petit a qu'il se fait être dans son fantasme, le névrosé, eh bien, je dirais qu'il lui va à peu près comme des guêtres à un lapin. C'est bien pourquoi le névrosé de son fantasme n'en fait jamais grand-chose. Ça réussit à le défendre contre l'angoisse justement dans la mesure où c'est un petit tas postiche. C'est la fonction que dès longtemps je vous ai illustrée du rêve de la belle Bouchère. La belle Bouchère aime le caviar, bien sûr. Seulement, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas parce que ça pourrait bien faire trop plaisir à sa grosse brute de mari, qui est capable de bouffer ça avec le reste. Enfin, c'est même pas ça qui l'arrêtera. Or, ce qui intéresse la belle Bouchère, ce n'est pas du tout, bien entendu, de nourrir son mari de caviar. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y ajoutera après tout un menu. Il a un gros appétit, le Boucher. La seule chose qui intéresse la belle Bouchère, c'est que son mari ait envie du petit rien
qu'elle tient en réserve. Cette formule, tout à fait claire quand il s'agit de l'hystérique, faites-moi aujourd'hui confiance, elle s'applique à tous les névrosiques. Cet objet petit a fonctionnant dans leur fantasme et qui sert de défense pour eux contre leur angoisse, est aussi contre toute apparence l'appât avec lequel ils tiennent l'autre. Et Dieu merci, c'est à cela que nous devons la psychanalyse. Il y a une nommée Anao qui en connaissait un bout comme manœuvre du jeu hystérique et qui a présenté toute sa petite histoire, tous ses fantasmes à messieurs Breuer et Freud, qui s'y sont précipités comme des petits poissons dans l'eau. Freud, à la page je ne sais pas quoi, 271, die Studien über Hysterie, c'est merveille du fait que chez Anao, quand même, il n'y avait pas la moindre défense. Elle donnait tout son truc comme ça, pas besoin de s'acharner pour avoir tout le paquet. Évidemment. Il se trouvait devant une forme généreuse du fonctionnement hystérique. Et c'est pour ça que Breuer, comme vous le savez, l'a rudement bien senti passer. Car lui, avec le formidable appât, là, a avalé le petit rien aussi. Et il a mis un certain temps à le régurgiter. Il ne s'y est plus frotté dans la suite. Heureusement, Freud était névrosé. Et comme il était à la fois intelligent et courageux, il a su se servir de sa propre angoisse devant son désir. Laquelle était au principe de son attachement ridicule à cette impossible bonne femme, qui d'ailleurs l'a enterrée, et qui s'appelait Madame Freud. Il a su s'en servir pour projeter sur l'écran radiographique de sa fidélité à cet objet fantasmatique pour y reconnaître
oublier même un instant ce qu'il s'agissait de faire, à savoir de comprendre à quoi tout ça servait. À admettre bel et bien qu'Anao le visait parfaitement, lui Freud, mais il était évidemment un petit peu plus dur à avoir que l'autre, je veux dire Breuer. C'est bien à ceci que nous devons d'être entrés par le fantasme dans le mécanisme de l'analyse et dans un usage rationnel du transfert. C'est peut-être aussi ce qui va nous permettre de faire le pas suivant et de nous apercevoir de ce qui fait la limite du névrosé et des autres. Nouveau saut. Donc, je vous prie de repérer le passage, puisque, comme pour les autres, nous aurons à le justifier par la suite. Ce qui fonctionne effectivement chez le névrosé, à ce niveau déjà chez lui déplacé, petit a de l'objet, c'est quelque chose qui s'explique déjà suffisamment du fait qu'il a pu faire ce transport de la fonction du petit a dans l'autre. La réalité qu'il y a derrière cet usage de fallace de l'objet dans le fantasme du névrosé a un nom très simple. C'est la demande. Le vrai objet que cherche le névrosé est une demande. Il veut qu'on lui demande. Il veut qu'on le supplie. La seule chose qu'il ne veut pas, c'est payer le prix. Ça, c'est une expérience grossière dont les analystes n'ont sans doute pas été assez éclairés par les explications de Freud. Donc il n'est pas cru devoir là-dessus revenir à la pente savonnée du moralisme et en déduire un fantasme qui traîne devant les plus vieilles, dans les plus vieilles prédications moralistico-religieuses, celui de l'oblativité. Ils se sont évidemment aperçus
que comme il ne veut rien donner, ça a une certaine relation aussi avec le fait que sa difficulté est de l'ordre du recevoir. Il veut qu'on le supplie, vous disais, je ne veux pas payer le prix. Alors, s'il voulait bien donner quelque chose, ça marcherait. Seulement que les analystes en question, les beaux parleurs de la maturité génitale, si c'était là le lieu du don, ne s'aperçoivent pas que ce qu'il faudrait lui apprendre à donner aux névrosés, c'est cette chose qu'il n'imagine pas, c'est rien. C'est justement son angoisse. C'est cela qui nous ramène à notre point de départ d'aujourd'hui. Désignant la butée sur l'angoisse de castration. Le névrosé ne donnera pas son angoisse. Nous en saurons plus. Nous saurons pourquoi. C'est tellement vrai que c'est de ça qu'il s'agit que tout de même, tout le procès, toute la chaîne de l'analyse consiste en ceci, qu'au moins il en donne l'équivalent qui commence par donner un peu son symptôme. C'est pour ça qu'une analyse, des épreuves, ça commence par une mise en forme des symptômes. Nous sommes bien à la place dont il s'agit, et on s'efforce de le prendre. Mon Dieu, à son propre piège. On ne peut faire jamais autrement avec personne. Il vous fait une offre, en somme, fallacieuse. Eh bien, on l'accepte. Et de ce fait, on entre dans le jeu par où il fait appel à la demande. Il veut que vous lui demandiez quelque chose. Comme vous lui demandez rien, c'est ça la première entrée dans l'analyse. Lui, il commence à moduler les siennes. Ces demandes viennent là, à la place, Heim. Et je vous le dis en passant, je vois mal, en dehors de ce qui s'articule presque de soi-même sur ce schéma, comment on a pu justifier jusqu'ici, sinon par une espèce de fausse compréhensibilité, enfin grossière, la dialectique frustration, agression, régression.
c'est dans la mesure vous laissez sans réponse la demande qui vient ici s'articuler, que se produit quoi? L'agression dont il s'agit. Ou avez-vous jamais vu, si ce n'est hors de l'analyse, dans des pratiques dites de psychothérapie de groupe, dont nous avons entendu parler quelque part, qu'aucune agression se produise. Mais par contre, la dimension de l'agressivité entre en jeu pour remettre en question ce qu'elle vise par sa nature, à savoir la relation à l'image spéculaire. Dans la mesure où le sujet épuise contre cette image ses rages, que se produit cette succession des demandes qui va toujours à une demande plus originelle, historiquement parlant, et que se module la régression comme telle. Le point auquel nous arrivons maintenant, et qui lui aussi n'a jamais été expliqué d'une façon satisfaisante jusqu'ici. C'est comment il se fait que ce soit par cette voie régressive que le sujet soit amené à un temps que nous sommes bien forcés de situer historiquement comme progressif. Il y en a qui, placés devant ce paradoxe, de savoir comment c'est en remontant jusqu'à la phase orale qu'on dégage la relation phallique, qui ont essayé de nous faire croire que après la régression, il fallait remonter la voie en sens contraire, ce qui est absolument contraire à l'expérience. Jamais on a vu une analyse si réussie qu'on la suppose dans le procès de la régression, repasser par les étapes contraires, comme il serait nécessaire s'il s'agissait de quelque chose comme d'une reconstruction génétique au contraire, dans la mesure où est épuisé jusqu'à son terme, jusqu'au fond du bol, toutes les formes de la demande jusqu'à la demande des zéros, que nous voyons au fond apparaître la relation de la castration. La castration se trouve inscrite comme rapport à la limite de ce cycle régressif de la demande. Elle apparaît là, tout de suite après, et dénudée, dans la mesure où le registre de la demande est épuisé. C'est cela qu'il s'agit de comprendre
topologiquement. On ne peut pas aujourd'hui pousser les choses beaucoup plus loin, mais tout de même. Je terminerai sur une remarque qui peut converger avec celle par laquelle j'ai terminé mon dernier discours. Portera votre réflexion dans un sens qui peut faciliter le pas suivant, tel que je viens maintenant de le pointer. Et là encore, je ne vais pas m'attarder à de vains détours. Je vais prendre les choses en plein au milieu du bassin. Dans Inhibition, symptômes, angoisse, Freud nous dit, ou a l'air de nous dire, que l'angoisse, c'est la réaction signale à la perte d'un objet qu'il énumère, tel qui se fait à la naissance du milieu utérin enveloppé. Celle éventuelle de la mère considérée comme objet. Celle du pénis, celle de l'amour de l'objet et celle de l'amour du super-ego. Or, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois pour déjà vous mettre sur une certaine voie essentielle à saisir? C'est que l'angoisse n'est pas signal d'un manque. Mais de quelque chose qu'il faut que vous arriviez à concevoir à ce niveau redoublé d'être le défaut de cet appui du manque. Eh bien, reprenez la liste même de Freud que je vous prends ici. Arrêtez à son terme, en plein vol, si je puis dire. Est-ce que vous ne savez pas que ça n'est pas la nostalgie de ce qu'on appelle le sein maternel qui engendre l'angoisse. C'est son imminence. C'est tout ce qui nous annonce quelque chose qui nous permettrait d'entrevoir qu'on va y rentrer. Qu'est-ce qui provoque l'angoisse? Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, le rythme ni l'alternance de la présence-absence de la mère. Et ce qui le prouve, c'est que ce jeu présence-absence, l'enfant, se complaît à le renouveler.
possibilité de l'absence. C'est cela la sécurité de la présence. Ce qu'il y a de plus angoissant pour l'enfant, c'est que justement, ce rapport sur lequel il s'institue du manque qui le fait désir, ce rapport est le plus perturbé quand il n'y a pas de possibilité de manque, quand la mère est tout le temps sur son dos et spécialement à lui torcher le cul. Modèle de la demande. De la demande qui ne saurait défaillir. Et à un niveau plus élevé, au temps suivant, celui de la prétendue perte du pénis. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que nous voyons au début de la phobie du petit Hans? Ceci, que ce sur quoi on met un accent qui n'est pas bien centré, à savoir que, soi-disant, l'angoisse serait liée à l'interdiction par la mère des pratiques masturbatoires, et vécue, perçue par l'enfant comme présence du désir de la mère s'exerçant à son endroit. Qu'est-ce que l'angoisse, en général, dans le rapport avec l'objet du désir? Qu'est-ce que nous apprend ici l'expérience, si ce n'est qu'elle est tentation, non pas perte de l'objet, mais justement présence de ceci, que les objets, ça ne manque pas. Et pour passer à l'étape suivante, celle de l'amour du surmoi avec tout ce qu'il est censé causer dans la voie dite de l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon que ce qui est craint, c'est la réussite. C'est toujours le « ça ne manque pas ». Je vous laisserai aujourd'hui sur ce point destiné pour vous à faire tourner une confusion qui repose justement tout entière sur la difficulté d'identifier l'objet du désir. Ce n'est pas parce qu'il est difficile à identifier qu'il n'est pas là. Il est là et sa fonction est décisive. Pour ce qui est de l'angoisse, considérez ce que je vous en ai dit aujourd'hui n'est encore qu'accès préliminaire, que le mode précis de sa situation, nous entrerons dès la prochaine fois,
Et donc, à situer entre trois thèmes que vous avez vu se dessiner dans mon discours d'aujourd'hui. L'un est la jouissance de l'autre, l'autre la demande de l'autre, le troisième n'a pu être entendu que par les oreilles les plus fines, c'est celui-ci. Cette sorte de désir qui se manifeste dans l'interprétation, dont l'incidence même de l'analyse dans l'accuse est la forme la plus exemplaire et la plus énigmatique, celle qui me fait depuis longtemps poser pour vous la question: que représente dans cette économie essentielle du désir cette sorte privilégiée de désir que j'appelle le désir de l'analyste.